nous croyons aussi que nous devons essayer de relier les générations présentes aux générations passées. Donc c'est pour ça qu'il y a cette recherche de l'identité de nos ancêtres pour pouvoir nous aussi nous relier pas seulement avec nos descendants, mais aussi avec nos ascendants. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits dans lequel nous allons partir à la découverte d'une des plus grandes bases de données généalogiques du monde, gratuite, fondée en 1894 aux États-Unis et regroupant plus de 5 milliards d'images. Si j'ajoute qu'elle est basée à Salt Lake City dans l'Utah et qu'elle appartient à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, vous aurez tous deviné que nous allons parler de Family Search en compagnie de Gilles François, un de ses représentants pour la zone Europe et Moyen-Orient. Gilles François, bonjour. Bonjour Stéphane et merci de votre invitation. Et j'ai à mes côtés Greg Wolf, généalogiste professionnel et responsable des relations extérieures de l'U-Projet, que j'ai convié pour participer à cet entretien. Greg Wolf, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Stéphane. Moi, je suis ravi de participer à ce podcast parce que je suis moi-même un gros utilisateur de Family Search et je fréquente régulièrement le centre Family Search de Paris, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore sur vos activités. Eh bien, on y va. Gilles François, un grand merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et Récits. Et ma première question va naturellement porter sur l'origine de votre site et son appartenance à cette fameuse église dont les membres sont parfois appelés mormons. Pourquoi avoir créé cette gigantesque base de données et existe-t-il une motivation religieuse derrière ce travail de recensement? Question, monsieur, elle mérite une réponse précise. Alors, Family Search est financé par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et historiquement, cette Église accorde une grande importance à la famille et aux liens entre les générations. Et donc, quand la première organisation a été fondée en 1894, s'appelait la Société généalogique d'Utah, on voulait permettre à l'époque aux membres de l'Église, qui étaient principalement aux États-Unis, de rechercher leurs ancêtres. Et au bout de quelques décennies, l'Église a décidé de mettre à disposition du public ces recherches qui étaient en fait à l'origine seulement pour les membres de l'Église. Et donc, en 2000, le site Family Search est né, le site Internet. Et donc, on est passé de la Société généalogique d'Utah, qui est restée en place pendant plus de 100 ans, à Family Search au début des années 2000. Donc. Ok, alors moi j'ai vu par exemple sur Family Search que j'ai un arrière-grand-père qui est né en Lorraine en 1861 et il a été baptisé dans le temple mormon de Seattle 140 ans plus tard. Alors forcément, je suis curieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent concrètement ces baptêmes? Et puis, est-ce que ça veut dire qu'il fait également partie de la famille d'un membre de votre église? Alors, aujourd'hui, les règles sont bien définies et seuls les membres de l'Église et leurs ancêtres peuvent participer à ces ordonnances dans les temples, ces baptêmes par procuration pour les personnes qui sont décédées. Je peux peut-être revenir un petit peu dessus, sur ce principe. Donc, nous croyons, il y a 2 principes fondamentaux dans l'Église. C'est le principe du baptême, qui ouvre les portes, en fait, à un salut personnel. Et le principe aussi que les familles sont reliées de génération en génération. Je me suis marié avec ma femme dans un temple. Nos enfants, qui sont nés de ce mariage, sont reliés avec nous pour l'éternité. Ça, c'est notre croyance. Mais nous croyons aussi que nous devons essayer de relier les générations présentes aux générations passées. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette recherche de l'identité de nos ancêtres pour pouvoir, nous aussi, nous relier pas seulement avec nos descendants, mais aussi avec nos ascendants. Et donc, les baptêmes qui sont faits dans les temples sont en fait faits par procuration, par les membres de l'Église ou d'autres, au profit de leurs ancêtres décédés. On ne fait pas de baptême de noms de personnes comme ça au hasard. C'est seulement les gens qui sont les ancêtres de membres de l'Église aujourd'hui. Mais comme on est obligé de faire des recherches assez générales pour pouvoir trouver les ancêtres des membres de l'Église, un beau jour, l'Église a décidé dans les années 20, les années 30, 1920-1930 bien sûr, de mettre à la disposition du public ces bases de données qui commençaient à être créées à l'époque.
Alors justement, Gilles, Family Search a joué et continue de jouer un rôle essentiel dans le recueil de données et leur mise à disposition au grand public. Vous avez ainsi contribué notamment au microfilmage de l'état civil et des registres paroissiaux français, puis à leur numérisation. Et ce travail a également été effectué pour de nombreux autres pays. Le volume de données disponibles est colossal. Alors pourquoi avoir fait le choix, d'une part, de procéder à toutes ces numérisations, et pourquoi aussi le choix de la gratuité pour les utilisateurs? Alors la gratuité parce que c'est quelque chose de fondamental chez nous, c'est un choix fondamental. L'objectif n'a jamais été commercial, mais c'est plus, une contribution presque à, comme on dit en France, une mission de service public peut-être. Nous, on le fait pour nous et puisqu'on le fait pour nous, pourquoi ne pas mettre ces recherches-là aussi à disposition du plus grand public? Et vous le savez, Stéphane et Greg, en tant que généalogistes, ce milieu-là, c'est la collaboration qui permet d'avancer. C'est parce qu'on échange, parce qu'on partage des informations qu'on permet d'avancer. Et donc nous, notre contribution, c'est vraiment, d'apporter cette base de données que nous avons accumulées au fil des décennies et les mettre à disposition du grand public. Alors, nous avons des contrats spécifiques avec des archives dans le monde entier et certains contrats sont plus ouverts, certains contrats sont plus restreints. Nous, notre désir, c'est que les contrats soient le plus ouverts possible, mais parfois, les archives demandent certaines restrictions, des moratoires, des choses comme ça, parce qu'ils veulent quand même préserver peut-être une source de profit pour eux-mêmes, parce qu'ils ont des salles de lecture, parce qu'ils ont des gens qui viennent faire des copies, etc. Et si toutes les choses étaient vraiment disponibles en ligne gratuitement, eux devraient renoncer un peu à ces petites sources de revenus. Alors, c'est des contrats qui sont assez individuels dans le monde entier, mais nous, on recherche vraiment à ce que l'accès soit général, public et gratuit. Et maintenant que l'accès à l'état civil numérisé en France est assez facile, tous les généalogistes, ils sont intéressés par d'autres sources d'archives. Moi, par exemple, j'ai trouvé sur Family Search des registres de catholicité que j'avais jamais trouvé ailleurs. Donc, est-ce que vous avez des projets de ce type de numérisation avec des archives en France dont vous pourriez nous parler? Alors là, on est en plein dans un projet avec les archives de la Marine, donc ils sont en Bretagne et aussi à Toulon. Et il y aura un salon à Lorient au mois de juin où on va justement présenter un peu ces recherches-là avec le service des archives de la Marine. Donc en gros, c'est les équipages de navires français, des gros ports français, du Havre, de Brest, de Toulon, etc., qui ont été répertoriés pendant des siècles. Et donc, nous avons numérisé ces choses-là en coopération avec les services d'archives de la Marine. Et ça, c'est un gros projet qui va être rendu public. Après, donc, Family Search, c'est un outil mondial. Donc, on travaille en France, mais aussi on travaille dans le monde entier. Donc, il y a des gros projets qui sont plus spécifiques dans certaines régions du monde, quoi. Alors justement, Gilles, par rapport à ce que vous venez de dire, en quoi Family Search se distingue-t-il des autres grandes plateformes de généalogie? Je pense notamment à Ancestry, MyHeritage et plus particulièrement Généanet et Philae, leurs filiales en France, en dehors de la gratuité, bien sûr. Ces grosses organisations que vous venez de nommer, donc Généanet ou Philae, sont en fait des partenaires de Family Search. Donc, ils ont des projets de numérisation eux aussi, et nous essayons d'appréhender le marché de façon coordonnée avec ces partenaires-là pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour que nous ne dépensions pas des ressources au même endroit pour les mêmes objectifs. Mais nous, la gratuité, c'est vraiment l'essence même de notre organisation et nous ne cherchons pas à être en compétition avec ces plateformes-là. Nous cherchons la collaboration. Et je me répète encore une fois, mais c'est vraiment l'essence de la généalogie, c'est vraiment chercher à coopérer. Eux, ils ont un objectif commercial. Nous avons un objectif plus comme je l'avais dit avant, aussi de service public plus. Alors vous avez parlé de la vision collaborative de ce métier et de ce partage des sources et des informations. Mais est-ce que les contributeurs amateurs occupent une place dans votre enrichissement, dans votre propre base? Les contributeurs amateurs sont vraiment essentiels dans le fonctionnement de Family Search parce que nous essayons de rendre en fait le travail généalogique assez intuitif et accessible à tous. Tout le monde ne peut pas être un passionné de généalogie qui va passer des heures et des heures chaque semaine pour
pour rechercher ses ancêtres. Nous cherchons vraiment à rendre les choses simples pour que les gens puissent ne pas rencontrer des écueils qui puissent les faire abandonner leur recherche. Donc, dans l'indexation, dans la correction, dans l'enrichissement de l'arbre, toutes ces choses-là contribuent à faire travailler nos utilisateurs ensemble. Cette collaboration va vraiment enrichir l'arbre. Alors parfois, bien sûr, il y a peut-être des petits couacs lorsque vous avez votre arbre sur Family Search et soudainement vous voyez que un oncle a été rajouté avec une mauvaise date, mais vous pouvez immédiatement tracer qui a fait la correction et vous pouvez entrer en contact avec cette personne et entamer un dialogue pour dire « Tiens, comment ça se fait que vous avez changé cette date-là? Moi, j'ai cette ressource. Pourquoi vous avez changé la date ?» Et donc après, vous avez une discussion et puis on espère qu'en fin du compte, la vraie date et la vraie information sera sur le site de Family Search. Mais tout laisse une trace. Donc, si jamais quelqu'un touche à du travail que vous avez fait, vous pouvez intervenir et essayer de trouver la solution pour réparer un peu le mal qui a peut-être été fait dans votre arbre. C'est vraiment l'idée certains généalogistes sont très, possessifs avec leur travail. Nous, on a une approche plus collaborative, plus associative, et donc parfois il faut accepter ça, que votre arbre n'est pas forcément le vôtre personnellement, mais il est partagé avec d'autres personnes aussi. D'accord. Alors, sans trahir de secret, quels sont les grands projets de Family Search pour les années à venir? On a un travail constant pour essayer d'améliorer l'expérience de l'utilisateur, pour rendre les choses plus faciles, plus intuitives et plus automatiques aussi. Vous avez parlé de millions de pages que nous avons. En fait, on a maintenant à peu près plus de 20 milliards de pages, que ce soit des pages de registre ou des images, etc. Et donc, nous essayons de faire travailler des outils d'intelligence artificielle pour extraire de ces pages des données qui vont après être accessibles aux utilisateurs. On ne va pas construire les arbres automatiquement, mais on va donner des suggestions aux utilisateurs pour leur dire « Tiens, peut-être ce monsieur-là est peut-être le frère de votre de votre trisaïeul, etc. » Vérifiez la source, on vous donne la source et vous y allez, vous regardez, puis vous décidez, vous pouvez ajouter cette personne-là à votre arbre. Et donc, c'est des outils qu'on va développer. On va développer aussi l'accès mobile, que les gens puissent développer un peu cet accès-là. Vous savez très bien que maintenant, l'ordinateur commence à être un outil de vieux. Et donc, non, c'est la réalité, hein. Mes enfants, quand je leur demande quelque chose, ils sont seulement sur leur téléphone. Donc, c'est vraiment développer cet outil-là et également améliorer la qualité des données qui sont disponibles pour essayer de rendre les choses plus claires et plus finales quand les gens travaillent sur leur recherche. Alors, avant de donner la parole à Greg, qui a une question sur les sites, vous avez parlé de l'intelligence artificielle et justement, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre regard sur cette technologie et son utilisation dans votre offre? Comment est-elle appréhendée en fait, au-delà sans doute de l'indexation automatique ou de la transcription? Est-ce qu'il y a d'autres éléments en complément de ce que vous venez de nous dire sur cet outil? En fait, les choses s'accélèrent. Vous savez, on a comme je disais, on a plus de 20 milliards de pages de documents qui sont stockés donc et accessibles en Family Search. C'est impossible d'avoir des yeux humains qui vont pouvoir analyser les informations sur ces pages-là. En 2024, on a rajouté 2,5 milliards de nouvelles pages. Donc, je veux dire, les choses s'accélèrent. Nous continuons de numériser dans le monde entier et on est obligé d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour essayer de rattraper ce retard qu'on a, parce que il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées à faire des recherches de généalogie et il faut vraiment qu'on leur permette d'avoir une expérience positive, parce que s'ils n'arrivent à rien trouver, s'ils passent des heures à trouver un nom qui n'est pas vraiment celui qu'ils recherchent, etc., ils vont abandonner et on veut vraiment que l'expérience soit un succès pour nos utilisateurs. Et donc, on va développer des outils pour lire l'écriture
Alors, c'est pas seulement le français, on développe des outils, par exemple, en ce moment, pour lire l'ottoman. L'ottoman, c'est la langue que l'Empire ottoman utilisait. C'était des caractères arabes dans une langue turque un peu obsolète maintenant. Donc, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans le monde, qui sont spécialistes de cette langue. Et donc, on essaie d'identifier les endroits où ces archives sont localisées, et on développe donc ces outils-là pour lire cette langue, euh, etc. Donc, c'est dans toutes les directions. C'est pas seulement en France, mais par exemple, c'est aussi l'ottoman. On a aussi des projets de généalogie orale en Afrique où il n'y a pas beaucoup euh, d'archives écrites ou dans des livres, etc. Donc, nous avons des projets où nous avons des volontaires ou des filiales qui travaillent avec nous, qui vont dans les villages, qui ont des entretiens avec les anciens du village pour essayer de trouver leur généalogie. Et c'est assez incroyable parce que ce sont des personnes qui ont appris déjà jusqu'à une dizaine, une quinzaine de générations. Et donc, on retranscrit ça. Et après, tout ça va être corroboré avec d'autres sources. C'est pas seulement, on essaie pas seulement d'écouter juste une personne, mais aussi de croiser ça avec d'autres sources. Et après, tout ça mis en ligne pour que ça soit accessible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ancêtres, bien sûr, en Afrique, mais il n'y a pas beaucoup de ressources écrites qui restent, malheureusement. Donc, ça, c'est encore une branche de Family Search qui va se développer de plus en plus. Ça, c'est incroyable de penser que la mémoire orale puisse aussi être indexée et que vous arriviez à faire ce type de travail, parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique, et notamment d'Afrique du Nord aussi, cette tradition est très forte, mais qu'effectivement, il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à cette information. Donc ça, c'est incroyable. Je ne pensais vraiment pas qu'on pourrait faire ce type de travail. Et vous savez, Stéphane, il faut le faire maintenant parce que ces personnes-là sont âgées, et une fois qu'elles sont disparues, ben, leur mémoire disparaît avec elles également. Donc, c'est vraiment une espèce de course contre la montre qu'on est en train de faire maintenant pour essayer de récupérer ces témoignages-là et pour les conserver et les diffuser. Ouais, c'est fascinant. Alors, moi, j'ai une question un peu plus terre à terre. Parce que je voulais vous parler plutôt des bibliothèques et des centres Family Search, parce que finalement, tous les généalogistes, ils ont déjà entendu parler de votre grande bibliothèque à Salt Lake City. Mais j'ai l'impression que peu de gens connaissent les centres Family Search que vous avez un peu partout dans le monde. Alors, je disais en intro que je fréquente assez souvent celui de Paris, mais quand j'en parle, les gens soit ne le connaissent pas ou n'osent pas y aller. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui hésitent à franchir la porte? Alors, la plupart des centres Family Search sont dans nos églises. Donc, nous avons, je sais pas, peut-être 120 églises sur le territoire métropolitain français. Donc, chaque église, en fait, est ouverte au public pour pouvoir faire des recherches. Donc, on dit un centre Family Search parce qu'il y a vraiment une salle qui a été dédiée à cette utilisation. Mais chaque personne peut quand même rentrer dans une église, trouver une table et une chaise et faire des recherches là. C'est gratuit. Il n'y a on vous demande pas d'être affilié à l'église d'une manière ou d'une autre. On vous demande pas de devenir affilié à l'église d'une manière ou d'une autre non plus. Les centres Family Search ont un accès privilégié sur certaines bases de données qui sont plus restreintes. J'avais expliqué plus tôt que certaines archives restreignaient l'accès. L'accès maximum est dans les centres Family Search. De chez vous, en tant qu'utilisateur, vous avez peut-être accès, je veux dire un chiffre comme ça, peut-être à 92% de ce qu'on a. Dans les centres Family Search, ça sera peut-être 99,5%. Et 100%, ça sera dans la bibliothèque généalogique à Salt Lake City. C'est là qu'il y aura vraiment 100% d'accès permis là-bas. Mais je veux dire, c'est peut-être, vous n'aurez pas accès peut-être à une archive qui est dans le sud du Japon ou dans le nord de la Chine ou quelque chose comme ça. Mais en France, les choses sont assez ouvertes et transparentes et accessibles aussi. C'est bien pour ça que moi j'y vais, c'est-à-dire que il y a certains registres que je peux pas consulter de chez moi sur Family Search parce que à côté il y a un petit cadenas, et finalement en allant au centre Family Search, comme il détecte que je suis dans une de vos églises, je peux facilement y accéder. Alors effectivement, c'est pas des registres français, mais je peux consulter des registres croates ou allemands ou belges, et c'est super intéressant. Puis en plus, il y a toujours quelqu'un qui est là aussi pour aider, pour donner des conseils.
Et je voulais aussi signaler que nous avons en France, nous avons 3 centres aussi qui sont affiliés. Ce sont des centres qui ont demandé à avoir accès à nos bases de données. Alors, il y en a un à Roanne, en région lyonnaise, un à Toulouse et un en Bac, en Moselle. Donc, ce sont des centres généalogiques locaux qui ont demandé à être partenaires avec Family Search et nous leur donnons un accès qui est normalement privilégié dans nos églises. Ils ont le même accès dans ces centres-là. Donc, il y a la GMT à Toulouse, par exemple, qui a un bureau avec un ordinateur qui a un accès direct à nos bases de données Family Search, comme on peut y avoir accès dans un autre centre Family Search plus officiel, comme celui de Paris-Saint-Méry, par exemple, dans le 4e. Alors, en conclusion, Gilles, j'ai une question beaucoup plus large que j'ai envie de vous poser. C'est quelle est votre vision de la généalogie au XXIe siècle? Et en filigrane, quelles limites vous fixez-vous dans la reconstitution de la filiation humaine? Ça, c'est une vaste question. Les limites, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que nous pourrons découvrir que les générations précédentes ont pu nous laisser. Donc, tant qu'il y a des découvertes qui peuvent être faites dans ces domaines-là, on va essayer de les découvrir, justement, ces sources-là, et les rendre publiques. Une autre vision aussi, un autre aspect de cette vision, c'est être humble et accepter que, si on s'arrête à ce point-là, on s'arrête à ce point-là, on ne peut pas continuer. Et je pense qu'on est toujours dans un mouvement en ce moment, dans un élan où on peut essayer d'aller encore plus loin dans le passé, mais il faut accepter qu'au bout d'un moment, donc, on sera arrivé au bout. Et peut-être, au lieu de chercher des noms, des dates et des lieux, peut-être on peut essayer de se renseigner sur la vie de nos ancêtres, sur des choses plus intéressantes, sur les expériences qu'ils ont vécues, sur les choses qu'ils ont apprises, ces choses-là, plutôt que d'être à la recherche de dates et de lieux et de noms de plus en plus dans le passé plus ou moins lointain. Mais vraiment, notre mission, c'est d'accompagner chacun dans cette quête. Et nous sommes prêts à travailler avec tout le monde et nous invitons tout le monde aussi à travailler avec nous dans cet objectif. Gilles, un grand merci pour votre participation à Racines et Récits qui nous a permis de mieux comprendre et connaître les rouages de votre organisation, mais surtout votre volonté collaborative. Merci infiniment. Au revoir Stéphane, au revoir Craig. Et Greg, merci aussi. Il y a une nouvelle voix de Racines et Récits qui, j'espère, continuera à nous rendre visite, Greg. Avec grand plaisir. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 8. Ce programme disponible sur toutes les plateformes de lecture est animé par Stéphane Demazure, Greg Wolf et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit comme Family Search, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 1er mai. À bientôt et merci de votre fidélité.